Un simple changement de trajectoire peut-il transformer un vol commercial en une opération à la limite de l'extrême? À peine quelques centaines de kilomètres en dehors de la route habituelle, une correction minime sur la carte, et soudain l'Antarctique sous les ailes. Un territoire où ce qui paraît routinier peut se transformer en une situation critique, presque impossible à maîtriser. C'est cette question qui guide ce voyage, un mystère que peu de personnes connaissent réellement. Pourquoi semble-t-il que les avions aient l'interdiction de survoler le continent blanc? À première vue, les explications paraissent évidentes. Le froid extrême, l'absence totale de villes et de pistes, et même ce détail qui attire toujours l'attention, l'Antarctique n'appartient officiellement à aucun pays. Mais derrière ces idées se cache une réalité bien plus complexe. La raison pour laquelle presque aucun vol commercial ne traverse ce territoire n'est pas une interdiction explicite, mais l'addition de limitations techniques, climatiques, juridiques et opérationnelles qui transforment l'Antarctique en un vide sur la carte aéronautique mondiale. Aujourd'hui, nous allons analyser ces raisons une par une. Nous allons pénétrer au cœur de ce casse-tête technique et comprendre ce qui fait de ce continent un lieu que l'aviation commerciale évite tout simplement. Et nous le ferons en déconstruisant les mythes, en confrontant les croyances intuitives et en révélant des données rarement expliquées en détail. Mais avant de parler de lois, d'aéroports de déroutement ou de géopolitique, il y a un élément auquel il faut d'abord faire face. Une menace constante, invisible, qui n'apparaît pas sur les cartes et qui accompagne tout aéronef dès la première minute. Un facteur capable de rendre instable même l'avion le plus moderne. Quel est cet ennemi silencieux qui fait de l'Antarctique l'un des ciels les plus hostiles de la planète? Ce n'est ni une théorie ni une règle écrite. C'est le climat antarctique lui-même, un système atmosphérique extrême qui réduit la marge d'erreur au minimum. L'Antarctique n'est pas seulement un continent froid, c'est l'environnement aérien le plus agressif de la planète, un scénario où l'aviation commerciale cesse d'opérer avec garantie et commence à affronter des forces qu'elle ne peut pas contrôler. Pour commencer, c'est ici que se forment certains des vents de surface les plus intenses jamais enregistrés, et beaucoup d'entre eux atteignent des altitudes qui interfèrent directement avec le trafic aérien. Ce sont les vents catabatiques, des courants d'air ultra denses qui se précipitent depuis le plateau glacé, accélèrent en descendant et atteignent des vitesses brutales. De véritables fleuves d'air glacial capables de déstabiliser un aéronef même à des dizaines de kilomètres de leur point d'origine. À cela s'ajoute un autre risque critique, la formation de glace dans des conditions extrêmes. En Antarctique, les masses d'air peuvent atteindre des températures si basses que toute humidité présente gèle rapidement et adhère à la structure de l'avion. Cette glace peut s'accumuler sur les bords d'attaque des ailes, altérer les surfaces de contrôle ou affecter des capteurs sensibles comme les tubes pitot. Et lorsque de petits cristaux pénètrent dans les moteurs, la combustion peut devenir instable et augmenter le risque d'une perte soudaine de poussée. Le froid antarctique agit également contre les systèmes même de l'avion. Le carburant Jet A peut devenir trop dense, les composants hydrauliques se rigidifient, les batteries perdent en performance et certains matériaux du fuselage se comportent de manière plus fragile à des températures extrêmes. Tout cela oblige l'aéronef à fonctionner dans des limites très étroites, plus étroites que ce que toute compagnie aérienne commerciale est prête à accepter. Et comme si cela ne suffisait pas, il existe un autre phénomène redouté, les white-out, des tempêtes blanches qui annulent totalement la visibilité, effaçant l'horizon, le sol et toute référence visuelle. Même si l'avion vole à haute altitude guidé par les instruments, ces conditions compliquent toute descente, approche ou manœuvre nécessitant des références externes. En elles-mêmes, elles n'arrêtent pas le vol, car l'avion peut continuer à avancer sans voir l'extérieur. Le problème survient lorsque quelque chose oblige à descendre, à se dérouter ou à chercher une alternative. Dans un environnement dépourvu d'aéroports proches, un white-out n'annule pas le trajet, mais réduit la marge de décision au strict minimum précisément au moment où elle est le plus nécessaire. Mais même si un avion parvenait à résister à cet environnement extrême, il ne serait toujours pas en sécurité. Car à mesure qu'il s'approche du pôle sud, un nouveau phénomène commence à se manifester. Que se passe-t-il lorsque les instruments de navigation commencent à se comporter de manière anormale dans les régions polaires? À mesure qu'un avion se rapproche des latitudes les plus extrêmes de la planète, quelque chose commence à changer de façon presque imperceptible.
Les systèmes qui offrent habituellement des références claires cessent de se comporter comme ils le feraient ailleurs dans le monde. L'orientation devient plus complexe, les routes exigent des calculs différents et la marge d'erreur se réduit. Bien que l'aviation moderne repose sur des technologies avancées, les régions polaires demeurent l'un des environnements les plus délicats à naviguer. Pour le comprendre, commençons par la base, le magnétisme terrestre. La majorité des systèmes de navigation traditionnels s'appuient, d'une manière ou d'une autre, sur le nord magnétique. Mais à l'approche de l'un ou l'autre des pôles, l'aiguille de la boussole cesse d'offrir une référence stable. Elle commence à osciller, tourne brusquement ou perd son orientation car les lignes du champ magnétique deviennent presque verticales et les références magnétiques cessent de se comporter comme ailleurs sur la planète. À cela s'ajoute un autre problème. Les routes et les caps changent rapidement, car les méridiens convergent vers le pôle. Pris ensemble, ces phénomènes rendent l'orientation fondée uniquement sur des instruments magnétiques, dans cette région tout simplement irréalisable. Cependant, les avions modernes ne dépendent pas uniquement de la boussole. Ils utilisent des systèmes inertiels capables de calculer leur position au moyen d'accéléromètres et de gyroscopes. Ce sont des technologies capables de fonctionner sans signaux externes, mais qui présentent une limitation inévitable avec le temps. Au fil des minutes, de petites dérives commencent à s'accumuler et, si elles ne sont pas corrigées à l'aide de références externes telles que les satellites ou d'autres aides à la navigation, elles finissent par se transformer en erreurs de grande ampleur. Dans les régions polaires, où la précision est critique et les marges d'erreur minimes, cette dérive peut devenir un risque sérieux. C'est ici qu'intervient le GPS, qui devrait en théorie tout résoudre. Mais même le GPS rencontre des défis dans les régions polaires, non pas en raison d'un manque de couverture, mais parce que la géométrie des satellites change à mesure que l'aéronef se rapproche des latitudes extrêmes. Les signaux arrivent sous des angles plus faibles. Certains peuvent perdre temporairement en précision et le système doit travailler davantage pour maintenir une solution stable. Cela ne signifie pas que l'avion se retrouve à l'aveugle, mais qu'il dépend de redondances supplémentaires, d'équipements certifiés et de procédures spécifiques pour opérer en toute sécurité. En plus des signaux externes, il existe un autre défi technique lié à la cartographie de navigation. Car les cartes aéronautiques utilisent des projections qui fonctionnent bien sur la majeure partie de la planète, mais commencent à se déformer à mesure que les routes s'approchent des zones polaires. Ainsi, un léger déplacement sur une carte près de l'équateur peut ne représenter que quelques kilomètres, tandis que ce même mouvement près du pôle peut se traduire par des distances énormes. C'est pourquoi les aéronefs ont besoin de logiciels spécialisés pour les routes polaires, capables de corriger ces distorsions et de tracer des trajectoires fiables. À ces latitudes, même la carte elle-même cesse d'être une référence intuitive. Toute cette complexité est encadrée par des normes très strictes, et l'exploitation dans les régions polaires exige que l'aéronef réponde à des exigences particulières rappelant les certifications ETOPS, conçues pour voler pendant de longues périodes loin des aéroports de dégagement, mais étendues ici à des règles spécifiques à ces latitudes. Cela implique davantage de carburant de réserve, une redondance des systèmes critiques, un équipement supplémentaire pour l'équipage et un plan de vol comprenant des points d'échappement très précisément définis. La différence est que, tandis que dans l'hémisphère nord, il existe des aéroports alternatifs au Canada, en Alaska ou en Russie, la zone sud est pratiquement vide. Et c'est ici que nous arrivons au point clé. L'Antarctique ne pardonne pas les erreurs. Une défaillance de navigation ailleurs dans le monde peut être résolue en se déroutant vers un aéroport proche. Mais sur le continent blanc, la moindre erreur peut laisser l'aéronef sans point de référence, sans possibilité de recalibrage et sans capacité d'opérer avec des marges adéquates. Car même avec des instruments parfaits, une navigation irréprochable et le meilleur équipage possible, une question inévitable demeure que aucune compagnie aérienne ne peut ignorer. Si quelque chose tourne mal en plein vol, vers où un avion peut-il se dérouter au cœur du continent le plus désolé de la planète? Tout repose alors sur un concept essentiel de l'aviation, l'aéroport de dégagement. Avant qu'un avion ne décolle, le plan de vol doit inclure au moins un aéroport vers lequel il peut se dérouter en cas d'urgence, de conditions météorologiques défavorables ou de défaillance technique. Ce n'est ni un caprice ni une recommandation, c'est l'un des piliers de la réglementation internationale. Sans aéroport de dégagement, il n'y a pas de décollage.
Cela vaut presque partout dans le monde, sauf en Antarctique, où cette infrastructure n'existe tout simplement pas. Beaucoup pensent qu'en Antarctique, il y a des pistes. Et il est vrai qu'il existe certaines bases disposant de surfaces sur lesquelles peuvent opérer des avions militaires, logistiques ou scientifiques. Cependant, celles-ci ne constituent pas des aéroports de dégagement valables pour l'aviation commerciale. Pourquoi ? Parce qu'elles ne répondent pas aux exigences de base imposées par les autorités aéronautiques. Il s'agit de surfaces très éloignées des standards internationaux. Elles ne disposent ni de revêtements conventionnels, ni d'éclairage certifié, manquent de systèmes de navigation fiables et ne possèdent pas de services d'urgence préparés. Il n'y a pas non plus de hangars, pas d'approvisionnement stable en carburant, ni d'équipement de dégivrage, et surtout, aucune de ces pistes ne bénéficie d'une certification internationale. La plupart de ces surfaces sont des pistes de glace bleue, connues sous le nom de Blue Ice Runways. Il s'agit de plaques de glace extrêmement compactées, formées par la pression naturelle au fil du temps. À première vue, elles peuvent sembler résistantes, mais leur capacité structurelle varie constamment en fonction de la température, des microfissures de la glace et des variations de la pression atmosphérique. Lorsqu'un avion commercial de grande taille se pose, il exerce une charge énorme sur le sol. Des aéronefs comme un Boeing 777 ou un Airbus A330 ou A350 concentrent des tonnes de poids sur quelques points d'appui. Ce type de piste peut supporter des avions de taille moyenne ou certaines aéronefs de fret spécialement préparés, mais il n'est pas conçu pour résister de manière répétée et sûre aux exigences d'un avion de passagers en exploitation régulière. En outre, les bases scientifiques ne disposent pas des services d'urgence minimaux exigés pour l'aviation commerciale. Elles ne possèdent ni véhicules de lutte contre l'incendie certifiés, ni installation médicale capable de prendre en charge des patients graves, et ne disposent pas non plus d'ateliers de maintenance, de pièces de rechange disponibles ou de personnel technique habilité. Même si un avion parvenait à se poser sans incident, il pourrait rester immobilisé pendant des jours, des semaines, voire des mois, car les conditions météorologiques peuvent fermer la piste de manière soudaine. Une autre raison fondamentale est la distance, car l'Antarctique couvre environ 14 millions de kilomètres carrés, une superficie comparable à l'ensemble de l'Europe additionnée à l'Australie, et son isolement fait que, même en suivant son périmètre, un avion commercial peut se retrouver à plus de 1000 ou 2000 kilomètres de tout aéroport approprié. Cette réalité fait voler en éclats les marges de sécurité qui définissent les opérations ETOPS, conçues pour limiter la durée pendant laquelle un bimoteur peut rester éloigné d'un aéroport de dégagement viable. Dans l'hémisphère nord, un vol polaire conserve toujours des options comme Anchorage, Fairbanks, Keflavik ou des aéroports en Sibérie. Dans le sud, le panorama change complètement et il ne reste que l'océan, la glace et des bases scientifiques non certifiées. Ce vide opérationnel fait de l'Antarctique, par définition, une zone inutilisable pour l'aviation commerciale. La technologie des avions modernes a énormément progressé, mais la réglementation internationale est claire. Il est impossible de survoler une zone où il n'existe aucun lieu sûr pour atterrir en cas d'imprévu. Lorsque ce lieu fait défaut, la route cesse tout simplement d'être viable. Peu importe la quantité de carburant embarqué, le niveau de redondance de l'avion ou l'expérience de l'équipage. Sans aéroport de dégagement, il n'y a pas d'exploitation possible. Et à ce stade, le problème cesse d'être technique. En l'absence d'aéroport, de contrôle aérien local et d'une infrastructure minimale, la question se déplace vers un autre niveau. Qui décide réellement de ce qui peut ou ne peut pas être fait dans le ciel antarctique ? La réponse est aussi singulière que fascinante. En Antarctique, contrairement à toute autre région du monde, il n'existe pas de propriétaire clairement défini du ciel. Il n'y a aucun pays exerçant une souveraineté pleine, aucune autorité chargée de certifier des routes, aucun organisme habilité à délivrer des autorisations commerciales. Et en l'absence de cette figure, l'aviation commerciale se retrouve dans un vide juridique. Pour comprendre ce vide légal, il faut d'abord rappeler que l'Antarctique est un territoire unique sur la planète. Bien que 7 pays revendiquent des secteurs du continent, ces revendications ont été suspendues, tant dans la pratique que sur le plan juridique, après la signature du traité sur l'Antarctique en 1959. Cet accord empêche toute nation d'exercer activement sa souveraineté, laissant le territoire sans contrôle juridique complet et, par extension, plaçant l'espace aérien dans une situation similaire.
Le continent demeure ainsi dans une sorte de pause diplomatique permanente. Le traité établit en outre un principe fondamental. L'Antarctique doit être utilisé exclusivement à des fins pacifiques et scientifiques. Il interdit les activités militaires offensives, les essais d'armes, l'exploitation des ressources minérales et toute action susceptible de nuire à son écosystème. Bien que le texte n'interdise pas explicitement les vols commerciaux, l'esprit du traité et ses protocoles environnementaux génèrent des restrictions indirectes extrêmement puissantes. L'aviation commerciale, avec son infrastructure, ses besoins et ses risques, s'intègre très mal dans ce cadre de protection. C'est ici qu'apparaît ce que l'on peut qualifier de vide juridique opérationnel. Partout ailleurs dans le monde, les vols commerciaux sont régis par des autorités aéronautiques nationales, la FAA aux États-Unis, l'EASA en Europe, l'ANAC en Argentine, entre autres. Ces entités certifient les aéroports, autorisent les routes, définissent les procédures et surtout assument la responsabilité en cas d'accident. En Antarctique, aucune autorité nationale ne peut remplir ce rôle, car aucune ne dispose d'une souveraineté territoriale reconnue. Cela signifie que personne n'est légalement habilité à certifier un aéroport, approuver un plan de vol ou gérer un secours conformément aux normes internationales. À cela s'ajoute un autre facteur qui complique encore davantage la situation, la responsabilité en cas d'urgence. Si un avion commercial subissait un accident dans cette région, quel pays devrait intervenir ? Qui coordonnerait les secours? Qui indemniserait les passagers? Et selon quelle législation? Ces questions restent sans réponse claire car le traité ne prévoit aucun protocole spécifique pour l'aviation commerciale, tout simplement parce qu'il n'a jamais été conçu en pensant à l'aviation de masse. La majorité des opérations en Antarctique sont de nature scientifique ou logistique militaire, menées par des pays dans le cadre de leur propre programme et non selon des règles standardisées applicables aux vols civils. À ce vide s'ajoute le facteur environnemental. L'écosystème antarctique est extrêmement fragile et protégé par des protocoles spécifiques visant à éviter toute forme de pollution. Un accident aérien impliquant un déversement de carburant, d'huile ou de débris de fuselage pourrait provoquer des dommages considérables et durables dans un environnement qui met des décennies à se régénérer. D'un point de vue juridique, une compagnie aérienne commerciale responsable d'une catastrophe environnementale dans cette région pourrait faire face à des responsabilités financières colossales, sans qu'il soit clairement établi devant quelle juridiction elle devrait répondre. Et il va de soi qu'aucune entreprise n'est prête à assumer un tel risque. Pour toutes ces raisons, bien qu'il n'existe aucune loi internationale écrite stipulant que les vols commerciaux sont interdits au-dessus de l'Antarctique, dans les faits, le résultat est exactement le même. Personne ne peut approuver ces routes, personne ne peut certifier l'infrastructure, personne ne peut assumer la responsabilité si quelque chose tourne mal. Et l'aviation commerciale, qui repose sur des règles claires et des responsabilités bien définies, ne peut tout simplement pas fonctionner dans un vide juridique. Et pourtant, même en imaginant un scénario différent, avec une autorité aérienne clairement établie, des aéroports certifiés et un cadre légal solide, une question demeure difficile à ignorer. Y aurait-il réellement une raison pour que des avions commerciaux survolent l'Antarctique, même si tous ces problèmes étaient résolus? Même si l'Antarctique disposait d'aéroports entièrement certifiés, d'une autorité aéronautique clairement définie et d'un cadre juridique capable de gérer des vols commerciaux, l'aviation n'aurait toujours aucune raison pratique de le survoler. La raison est simple. La géographie de la planète et l'économie du transport aérien font que traverser le continent blanc est totalement inutile et, dans la majorité des cas, contre-productif. Le trafic aérien mondial n'est pas réparti de manière uniforme. La grande majorité des vols commerciaux se concentrent dans l'hémisphère nord, où se trouvent les principaux couloirs de passagers entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Les routes intercontinentales les plus denses relient des villes comme New York, Londres, Paris, Dubaï, Singapour, Tokyo ou Los Angeles. Et aucune de ces liaisons n'a besoin de s'approcher du pôle sud, car l'essentiel de l'activité aérienne se situe dans la moitié supérieure de la planète. C'est pourquoi les compagnies aériennes conçoivent leurs cartes de route en optimisant les temps et les distances au sein de régions disposant déjà d'une infrastructure vaste et consolidée. Pour comprendre pourquoi l'Antarctique n'a aucun sens d'un point de vue géométrique, il convient de rappeler comment les routes aériennes sont tracées.
Les avions suivent des géodésiques, c'est-à-dire les chemins les plus courts entre deux points à la surface de la Terre. Ces routes peuvent sembler courbes sur une carte classique, mais elles représentent en réalité des trajectoires optimales sur une sphère. La majorité des géodésiques reliant les grandes villes du monde passent par des latitudes nord. L'hémisphère sud, en revanche, présente une densité bien plus faible de grandes villes éloignées les unes des autres, ce qui réduit considérablement les chances qu'une route optimale traverse l'Antarctique. Même lorsque l'on pense à des liaisons longues dans l'hémisphère sud, la logique reste la même. Des vols comme Santiago à Sydney, Johannesburg à Perth ou Buenos Aires à Auckland pourraient sembler être des candidats naturels à un passage par le pôle sud, mais en réalité, ils ne le sont pas. La trajectoire optimale pour ces liaisons passe rarement au-dessus du continent blanc. Le plus souvent, les routes longent les océans ou suivent des latitudes plus faciles à gérer. De plus, les vents dominants et la météorologie rendent encore moins efficace l'idée de traverser des zones extrêmement froides et isolées. L'Antarctique n'offre pas de raccourcis, mais des détours peu pratiques. D'un point de vue économique, il n'existe pas non plus le moindre avantage. Les compagnies aériennes vivent de la réduction des temps de vol, des économies de carburant et de la minimisation des risques opérationnels. Un vol passant au-dessus de l'Antarctique nécessiterait d'importantes réserves de carburant, de multiples redondances, des équipements spéciaux et des procédures supplémentaires. Tout cela a un coût, augmente le poids de l'avion et, par conséquent, accroît la consommation. Si, au terme de cet investissement, le vol n'est ni plus court ni plus rapide qu'une route alternative au-dessus de l'océan, l'opération n'a tout simplement aucun sens. Enfin, les compagnies aériennes conçoivent leurs routes en fonction de la demande réelle. L'Antarctique n'a pas de ville, pas de population civile permanente et ne concentre aucun centre économique capable de soutenir une opération commerciale directe. D'un point de vue logistique, il s'agit d'un espace vide et les compagnies aériennes évitent de traverser des régions qui n'apportent ni passagers ni valeur stratégique. Aujourd'hui, même dans un scénario idéal, survoler le continent blanc n'offre aucun avantage pratique par rapport aux routes déjà existantes. Tout cela conduit à une conclusion claire. L'Antarctique n'est pas une barrière parce qu'il est interdit, mais parce qu'il n'offre aucune valeur opérationnelle à l'aviation commerciale. Il ne raccourcit pas les routes, ne réduit pas les coûts et ne relie pas des régions présentant une demande soutenue. D'un point de vue logistique, c'est un vide qui n'apporte aucun bénéfice au transport aérien mondial. Cela est vrai pour l'aviation commerciale. Mais en dehors de ce cadre, il existe des aéronefs qui, eux, s'approchent effectivement du continent blanc. Bien que l'aviation commerciale évite totalement l'Antarctique, il existe des opérations qui, par leur nature et leur objectif, s'en rapprochent. Il s'agit de missions très spécifiques, réalisées selon des critères totalement différents de ceux d'un vol commercial. Elles ne transportent pas de passagers à grande échelle, ne cherchent pas à optimiser les coûts et ne suivent pas les standards habituels de planification des routes. Ce sont des opérations scientifiques, logistiques ou touristiques hautement contrôlées. Et chacune d'entre elles confirme, d'une manière ou d'une autre, le risque extrême que représente le fait de voler dans cet environnement. L'une des catégories les plus importantes est celle des vols scientifiques et logistiques. Les pays disposant de bases permanentes ou saisonnières en Antarctique exploitent des aéronefs spécialement préparés pour transporter des fournitures, des chercheurs et du matériel. Ces missions utilisent des avions tels que le C-130 Hercule, le Basler BT-67 ou le Twin Otter, des modèles capables de décoller et d'atterrir sur des pistes de glace bleue ou de neige compactée. Mais au-delà de l'aéronef lui-même, le véritable défi repose sur ceux qui se trouvent à bord. Les équipages sont formés à la survie en milieu polaire, à la météorologie extrême et à la navigation dans des environnements où les références visuelles peuvent disparaître brutalement. Ces vols ne suivent pas des normes commerciales, mais des protocoles internes et militaires stricts, ce qui leur permet d'opérer dans des conditions qu'aucune compagnie aérienne ne pourrait accepter. Une autre catégorie regroupe les opérations militaires et de soutien logistique. Bien que le traité sur l'Antarctique interdise les activités militaires offensives, il autorise l'utilisation de moyens militaires à des fins scientifiques, humanitaires et de soutien. Cela signifie que les forces aériennes de plusieurs pays effectuent des missions régulières pour approvisionner les bases, évacuer du personnel ou livrer des équipements critiques.
Ces vols peuvent opérer dans des conditions que le cadre civil n'autoriserait jamais, avec une infrastructure limitée, des communications restreintes et des fenêtres météorologiques extrêmement étroites. La flexibilité tactique de ces aéronefs et de leurs équipages est ce qui rend possible des missions qui seraient impensables pour l'aviation commerciale. Et c'est précisément cette différence qui trace définitivement la frontière entre ce qui peut être fait en Antarctique et ce qui ne fera jamais partie de l'aviation commerciale. Tout au long de ce parcours, nous avons déconstruit une idée qui semblait simple. Pourquoi les avions auraient-ils l'interdiction de voler au-dessus de l'Antarctique ? Et ce que nous avons découvert n'est pas une raison unique, mais un ensemble de facteurs qui, combinés, font du continent blanc un territoire incompatible avec l'aviation commerciale moderne, un espace où la technologie, la réglementation et la nature elle-même atteignent leurs limites les plus exigeantes. D'une part, la météorologie antarctique représente un défi extrême. Des vents catabatiques imprévisibles, une formation de glace agressive et des températures qui compromettent les systèmes essentiels. À cela s'ajoute la complexité de la navigation polaire, où la distorsion magnétique, la dérive des systèmes inertiels et la couverture satellitaire limitée font de l'orientation un exercice de précision permanente. Et au sol, la situation ne s'améliore pas non plus. Il n'y a pas d'aéroport de dégagement, il n'existe aucune infrastructure certifiée et il n'y a aucun moyen d'opérer selon les standards de sécurité exigés par l'aviation civile. Et d'un point de vue pratique et économique, le continent blanc n'apporte pas non plus de routes plus rapides ni d'avantages opérationnels, car rien n'est gagné en passant par là. C'est pourquoi, plus qu'un espace interdit, l'Antarctique devient un ciel où l'aviation commerciale ne peut tout simplement pas opérer. Son isolement extrême, l'hostilité de l'environnement et la fragilité de l'écosystème se combinent pour former un scénario dans lequel chaque facteur, du climat au cadre juridique, pousse dans la même direction. Si ce voyage vous a aidé à regarder l'aviation sous un autre angle, vous trouverez ici d'autres histoires où nous déconstruisons des idées qui semblent simples et les explorons jusqu'au bout. Abonnez-vous et parcourez la chaîne, car chaque vidéo fait partie d'une même exploration sur le fonctionnement réel des machines, de la technologie et des limites du monde dans lequel nous volons.